c'est beau. C'est chaque arcade, on peut mettre une pièce, c'est formidable. C'est un lieu très chargé de spiritualité, ça c'est sûrement évident. Évident. Et je crois qu'en plus la pierre est quelque chose qui est très porteur de ça. Très porteur. Pour moi en tout cas, je suis fasciné par les pierres. C'est ça qui compte. C'est pour moi la pierre est une sorte de jalon entre le cosmos et l'homme. Le cosmos, c'est selon les scientifiques, 13 milliards d'années. L'homme, c'est quelques dizaines d'années. Oui, une centaine au grand maximum. Une centaine d'années. Voilà. Et puis entre les deux, il y a la pierre et elle, c'est quelques millions d'années. Donc je trouve que l'histoire d'une pierre, c'est quelque chose de fascinant. C'est d'abord un agrégat qui se passe, et puis peut-être que cet agrégat, parce qu'il va y avoir un mouvement tellurique quelque part, va s'enfuir, va descendre au fond, très très loin, à 2000 mètres sous la surface du globe, et puis là elle va devenir en fusion avec la pression et la chaleur, elle va se vitrifier, et puis à un autre moment elle va remonter à la surface de la Terre et elle sera née. La matière existera, ça sera du marbre, ça sera la serpentine, ça sera du basalte, et puis après l'érosion va faire son travail, va générer la forme, va générer le toucher, va générer la couleur. Et puis, peut-être que cette pierre, elle va tomber au fond d'un ravin, parce que la gravité l'entraîne vers le bas, et puis c'est là que, un jour, tout à fait par hasard, moi je passe et je la ramasse. Avec beaucoup d'hésitation, souvent, en me disant, est-ce que j'ai le droit de toucher cette pierre qui est là depuis 1,5 million ou 200 millions d'années? Et c'est une véritable séduction à chaque fois. La pierre matière, c'est celle-là, c'est pas celle d'à côté, j'y peux rien, c'est comme ça, c'est celle-là qu'il faut. Et voilà. Il y a un rapport très physique aussi à la pierre. Le premier outil, c'est le sac à dos. Oui. C'est pour ça que j'ai choisi cette pierre. J'en ai choisi 3, 4, parfois 500 kilos, ça dépend des jours, des lieux. Elles arrivent à l'atelier, je les décharge devant l'atelier, puis là, elles se reposent un petit peu. Elles restent quelques semaines, quelques mois, quelques jours, ça dépend. Quelques années pour certaines. C'est ma démarche. Je n'arrive pas à travailler autrement. Quand on me donne, il arrive qu'on me donne un bloc qui vient d'une carrière, donc un bloc qui a été scié, et ça ne me parle pas, je ne peux pas le travailler, donc j'en fais des socles en général. Dans le cas de cette pièce-là, ce sont en fait deux morceaux, deux blocs de pierre de basalte, de lave, que j'ai ramassés autour du lac de Salagou dans l'Hérault, et je les ai ramassés à 3 km l'une de l'autre. Et quand à l'atelier, je les ai approchées l'une de l'autre, je me suis aperçu qu'elles s'épousaient de façon incroyable. Toute cette fente-là était tellement stupéfiante que je n'y ai pas touché. De l'autre côté, je n'ai pas touché l'arrière, j'ai travaillé toute cette partie-là en tenant compte de ce rapprochement, et après je laisse à chacun interpréter comme il veut le résultat de cette sculpture. On peut y voir des formes ou d'autres. Voilà, cette sculpture est sans doute la plus figurative de tout ce qui est ici, et pourtant c'est certainement celle sur laquelle je suis le moins intervenu. C'est-à-dire que cette tête, pour moi, c'est une tête de Bacchus, pour d'autres, ça sera une tête de Christ ou de je ne sais qui. Elle était faite. J'ai pratiquement rien fait. Toute cette partie-là était naturelle. L'arête du nez est naturelle. Toute la barbe est naturelle. Je ne suis intervenu que pour ces deux parties-là, je dirais les joues et le cou. Et tout le restant, c'est la nature qui l'a fait. Dans ce cas-là, c'est une serpentine du Queyras, ça s'appelle serpentine parce que ça ressemble à la peau de serpent. Et c'est une pierre qui a été très peu utilisée par les sculpteurs parce que c'est une pierre qui éclate très facilement. Bon, maintenant on travaille avec des outils un peu différents de ceux de Michel-Ange, puisque Michel-Ange travaillait avec des ciseaux, des choses comme cela. Là, c'est travailler avec des meules. Par contre, dans ce cas-là, je savais que quoi qu'il arrive, la pierre éclaterait. Donc, j'ai commencé par l'éclater, et après, j'ai fait le travail pièce par pièce pour reconstituer cet ensemble-là, à partir d'une seule pierre. Donc là, c'est
une pierre extraordinaire pour un sculpteur. C'est ce qu'on appelle le marbre griotte d'ici, de Cône. Et bien sûr, on le travaille parce qu'il a un rouge extraordinaire, rouge cerise ou rouge cœur. Et puis, donc, dans le cas de cette pierre-là, moi j'ai trouvé intéressant de toute cette partie-là parce qu'il y a du gris, il y a du vert, il y a du jaune, il y a tout. C'est fabuleux, il y a toutes les couleurs alors qu'on est sur une pierre rouge. Donc j'ai conservé cette partie-là. Et puis un jour, il y a un visiteur qui me dit « Mais pourquoi vous avez fait un signe ?» Vous voyez un signe. Moi, j'ai jamais vu de signe. Et effectivement, lui a vu un signe ici, comme ça, que moi, je n'avais jamais vu. Cette sculpture-là m'a généré une idée pour une pièce, sans doute une pièce monumentale que j'aimerais faire un jour, qui consisterait à concevoir une sculpture ou un ensemble de sculptures où l'eau interviendra. Et de préférence l'eau naturelle, de façon à ce que l'eau poursuive le travail du sculpteur, continue à creuser là où j'ai tracé des sillons, et à ce moment-là, la nature elle-même poursuivra mon propre travail. Une cascade. Super.